monsieur, bonjour et bienvenue dans l'entretien de ce dimanche qui reçoit monsieur Eugène Dossoumo. Mon invité est un acteur politique, membre du bureau politique du parti Bloc républicain, donc membre fondateur de cette formation politique. Il occupe le poste de secrétaire administratif permanent de cette formation politique et est par ailleurs conseiller au Conseil économique et social. Monsieur Dossoumo, bonjour. Bonjour, chère dame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de me permettre de m'exprimer dans votre studio aujourd'hui. Et je voudrais profiter de l'occasion, comme nous sommes dimanche, Oui. et nous sommes également en temps de carême pour les chrétiens catholiques, Absolument. dont je suis un. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour souhaiter bon temps de carême à tous mes co-religionnaires avec qui je vis ce temps d'intense prière, ce temps de pénitence et ce temps de prière. D'accord. J'espère que le jeûne se déroule très bien, que c'est pas bien. un peu trop Non, compliqué. Certainement que vous êtes habitué. On est habitué quand même, on est habitué. Et Ça va. voilà, et merci donc d'être avec nous ce dimanche 20 mars qui est d'ailleurs consacré, monsieur Eugène Dossoumo, à la journée internationale de la francophonie. Donc les pays qui ont en commun la langue, le français, qui ont en commun donc le français, la langue de Molière, célèbrent donc cette journée sous le thème cette année, la francophonie de l'avenir. En tant qu'intellectuel, monsieur Dossoumo, on va commencer par là. Quel est votre avis sur cette organisation qu'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et également cette journée que nous célébrons aujourd'hui? Je vous remercie. Je pense qu'il faut commencer par souhaiter bonne fête, bonne commémoration à tous les pays qui ont en partage la langue française et dire que c'est une bonne chose. Cette organisation, c'est une organisation d'intégration au niveau international. De ce point de vue, au-delà de la langue, ces pays devraient partager un certain nombre de valeurs de démocratie, et disons, mais sur le plan intellectuel, ça doit être, disons, un apport de chacun pour enrichir la langue française. C'est la langue, enfin, c'est un dénominateur commun de toutes les cultures véhiculées par tous les États, tous les peuples qui ont en partage la langue française. Voilà ce que je peux dire brièvement. Mais, de ce point de vue, on peut dire que la France, dont c'est la langue, Oui. la France est la locomotive qui tire toutes les voitures qui constituent les États, les pays ayant en partage la France. Pendant longtemps, vous savez, du point de vue géopolitique, la francophonie était également un instrument par lequel la France pouvait jouer un peu au paternalisme. Mais de nos jours, l'ordre international impose à chacun, et particulièrement encore à la France, d'avoir un autre regard des pays francophones, dont la plupart sont ces anciennes colonies. De ce point de vue, je constate que au niveau international, l'ordre est en train de changer. Chacun des États est jaloux aujourd'hui de sa souveraineté et beaucoup de pays aujourd'hui retournent plutôt aux langues nationales. Oui, elles sont ajoutées dans l'enseignement. Voilà, dans chaque pays. Comme au Sénégal. Le Sénégal, le Bénin et d'autres pays. Pourquoi? Parce que
beaucoup de pays s'aperçoivent de plus en plus que la langue est un vecteur important du développement. Et que la plupart des pays, des États qui se sont développés, oui, ils se sont développés dans leur langue, ils se sont développés dans leur culture. De ce point de vue, il y a beaucoup d'États qui pensent qu'il faut aujourd'hui que les peuples, leurs peuples, retournent à leur culture, retournent à leur langue, vecteur de leur culture, mais aussi qu'ils fassent en sorte que si le français devrait s'enrichir, que le français s'enrichisse de leur langue locale. Voilà un peu ce que je pense du point de vue intellectuel. Mais ces États-là n'ont pas tort. D'accord. Ces États-là n'ont pas tort. Lorsque on parcourt le monde, la plupart des pays aujourd'hui, les Chinois se sont développés avec la culture chinoise, avec la langue chinoise, les Russes, pareil, les Indiens, pareil, les Japonais, avec le Japon, avec la langue japonaise. Je crois que c'est vrai, ils ont d'autres langues comme l'anglais et autres pour des échanges internationaux, mais fondamentalement, pour se développer, leur langue, la langue du pays, est un véritable vecteur de développement. Mais est-ce à dire, M. Dosunmu, qu'aujourd'hui, les peuples africains n'ont plus forcément besoin du français pour développer, pour faire développer leur pays? Ce n'est pas ce que je dis. Mais à côté du français, chaque État, chaque peuple devrait travailler à promouvoir sa langue. Écoutez, nous sommes dans le monde de la mondialisation. Oui. Et de ce point de vue, chaque pays, chaque État, chaque peuple a besoin d'apporter une contribution. La richesse que véhicule chaque langue aujourd'hui fait que chaque État, chaque peuple a besoin de promouvoir sa propre langue aux côtés du français que nous avons tous en partage. Voilà. D'accord. Et avec ce à quoi on assiste, ce qu'on observe, l'introduction de ces idiomes propres aux pays africains dans les curricula de l'enseignement et autres, pensez-vous que le français a vraiment un avenir chez nous et sous nos cieux? Oui, le français a son avenir, bien sûr, mais l'avenir de la langue française ne doit pas être un ombrage pour la promotion des autres langues. Voilà. Et vous parlez tout à l'heure de l'aspect paternaliste de la France. Cela me permet de vous demander si vous avez en angle de tir un peu la situation actuelle du Mali, le Mali à qui, on va dire, la Russie fait pratiquement la cour. Est-ce que la France doit craindre peut-être que le Mali ne soit plus dans son giron? Je ne dirais pas que c'est la Russie qui fait la cour au Mali. Je dirais que, avec tout ce à quoi nous assistons, la France qui n'a, dans ses relations avec ses anciennes colonies en général, et le Mali en particulier, pour ce que nous voyons, la France, pour peu qu'elle est en difficulté dans ses relations avec un État, ancienne colonie, a cette propension à donner des leçons. Or, aujourd'hui, chaque État étant jaloux de sa souveraineté, aucun État n'entend se faire dicter ce qu'il doit faire chez lui par la France, fut-elle puissance colonisatrice. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. La France a besoin aujourd'hui de regarder ses anciennes colonies d'une autre façon. Parce que les peuples s'émancipent aujourd'hui et chacun est jaloux de sa souveraineté. Écoutez, la terre du Mali appartient aux Maliens. Et
On a beau être la France, on n'a pas besoin de dicter aux Maliens ce qu'ils veulent faire du Mali. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Les valeurs que véhiculent les Français ne sont pas forcément à exporter au Mali. Le Mali a sa culture, sa civilisation, ses us et coutumes qui ne sont pas forcément inspirés de la culture française. À partir de cet instant, la France ne doit plus se comporter vis-à-vis du Mali comme elle s'est comportée avec les États colonisés en 1960, dans les années 90 et aujourd'hui. Je vous dis, chaque peuple connaît des mutations et l'ordre international est en train de changer. Chacun veut prendre la main sa destinée aujourd'hui. Donc, du coup, je ne dirais donc pas que c'est la Russie qui fait la cour au Mali, mais que la France fait tout de par son comportement vis-à-vis du Mali. La France fait tout pour jeter le Mali dans les bras de la Russie. Voilà ce que je peux dire. Donc, si le Mali veut diversifier son partenariat avec d'autres États, ce n'est pas la France de le lui interdire. Si la France veut développer un partenariat avec le Mali, la France doit considérer le Mali comme étant un État égal à la France. Et considérer les intérêts du Mali tout en considérant les siens. Donc aujourd'hui, les intérêts du Mali ne sont pas forcément à mettre sous les intérêts de la France. Si la France veut véritablement entretenir des liens de partenariat avec le Mali, elle doit changer, la France, je veux dire, doit changer de fusil d'épaule, changer de regard par rapport au Mali. Ce que je dis concernant le Mali est valable pour tous les autres États anciennes colonies de la France. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de ce clin d'œil par rapport à la journée internationale de la francophonie. Mais on va rester toujours avec l'actualité de ces derniers jours. Cette fois-ci, on va revenir principalement au Bénin, M. Dosunmu, pour parler, bien avant qu'on en vienne à la question politique qui nous réunit aujourd'hui. On va quand même parler de l'actualité concernant la cherté de la vie, M. Dosunmu. Dans cette semaine-ci, vous avez appris que, par exemple, le pain, l'une des premières denrées que consomment, on va dire, les Béninois et ailleurs, a pris du prix. Et en dehors de ça, on parle du ciment qui connaît une hausse vraiment importante. Il y a dans ce même schéma le gaz et autres. Donc, il y a une inflation qui règne un peu sur le pays. Mais dans tout ce lot, on n'a pas réellement entendu les partis politiques, le BR dont vous êtes membre fondateur. Où sont passés donc nos politiques qui viennent nous voir pour négocier les voix, pour se faire élire, donc aller à l'Assemblée haute, quand le peuple a besoin de leur voix pour une situation, pour une question aussi vitale? Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il faut clarifier les rôles. L'inflation, la cherté de vie, le panier de la ménagère qui connaît des difficultés, c'est vrai, nous le déplorons, mais nous le vivons tous. Mais je vais pas au même degré, pas au même degré, M. Dosunmu, pas au même degré. Peut-être, ce que je voudrais dire, ce que vous dites me rappelle une anecdote. J'étais encore jeune, écolier, lorsque chez moi, on vendait la boule d'acassa à 2 francs. À 2 francs. Et là, à un moment donné, la boule d'acassa est passée
de 2 francs à 5 francs. Et alors, j'étais adolescent, on était en pleine période révolutionnaire dans notre pays. Et comme j'étais avec un oncle, et on échangeait sur la cherté de la vie. À l'époque, je veux parler de 1977 par là. Alors, et moi, avec tout ce qui se disait en ce moment-là, il y avait la campagne pour la production, etc., etc. Et tous les élèves, tous les écoliers, les étudiants, tout le monde était versé dans les activités coopératives et on appelait activités de production nationale. Alors c'était dans ce contexte-là, et moi, jeune enfant révolutionnaire, je faisais la réflexion à mon oncle que très bientôt, la boule d'Akassa reviendrait à 2 francs, comme c'était le cas. Alors il me dit, mais petit, toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Plus jamais la boule d'Akassa ne reviendra à 2 francs. Lorsqu'il me disait ça, je ne croyais pas. J'étais vraiment incrédule. Comment avec tout ce que le pays est en train de faire, toute cette campagne de production pour l'autosuffisance alimentaire, mon oncle me dit que la boule d'Akassa ne reviendrait plus jamais à 2 francs. J'étais vraiment incrédule, je ne croyais pas. Et c'est là qu'il me dit, sais-tu que pendant que tu n'étais peut-être pas né, la boule d'Akassa coûtait le centime, c'est-à-dire il faut 2 boules d'Akassa pour l'acheter à 1 franc. Et que c'est passé de 2 boules d'Akassa à 1 franc à une boule d'Akassa à 1 franc. Et puis la boule d'Akassa est passée à 2 francs et puis à 5 francs quand moi je lui parlais. C'est dire que la cherté de la vie est liée à plusieurs facteurs, mais principalement, ce n'est pas nouveau. C'est ce que je veux dire. C'est là où je viens venir. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas le fait du gouvernement, comme certains ont tendance à le dire. C'est un ensemble de paramètres combinés qui amènent à cela. Cela dit, je vais peut-être vous choquer en disant que c'est quand même une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous allez plutôt tailler votre argument avec... Parce que constatez que nos paysans vont sur le même marché que nous. Et généralement, ils souffrent beaucoup pour produire ce qu'ils produisent. Mais lorsque leurs produits vont sur le marché, surtout les produits alimentaires, comparés aux produits manufacturés, on constate que les efforts de nos paysans ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Alors que le paysan dont les enfants payent les mêmes frais de scolarité, payent les mêmes frais pour leur santé, payent les mêmes frais pour leur habillement que les fonctionnaires et autres, et pour faire face à ces besoins, ils ont besoin de vendre, de donner du prix à ce qu'ils produisent. Moi, je me dis, en tant que fils de paysan, je pense que la cherté, surtout des produits alimentaires produits par nos paysans, donne un peu d'espoir à ces paysans-là, dans la mesure où ils peuvent, à partir de ce qu'ils leur produisent, se faire un peu de sous pour faire face à leurs besoins. Cela dit, c'est vrai, on peut déplorer. C'est vrai. Vous en venez finalement. On peut déplorer
Parce que les populations s'attendent à ce qu'il y ait peut-être une augmentation de revenus par rapport à leurs revenus. C'est ça justement la difficulté. Lorsqu'ils parlent de la cherté, qui augmente, mais le niveau de vie ne change pas. Oui, lorsque les populations, surtout ceux qui travaillent dans les administrations, ceux qui travaillent, les salariés en général, lorsqu'ils parlent de la cherté de la vie, c'est par rapport à ce qu'ils gagnent. Bon. Et là, il va falloir que le gouvernement prenne certaines mesures, voire des mécanismes qu'il peut mettre en place pour amortir un peu. Je sais que l'État fait beaucoup. Bien avant qu'on en vienne ou qu'on en arrive à ce que fait le gouvernement, M. Dossoumo, oui. Ma question était liée aux formations politiques. Est-ce que le BA a réfléchi à cette situation, puisqu'on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu? Oui, justement, c'est par là, madame, que vous vous intéressez pas vraiment à la chose. Je vous disais justement qu'il faut clarifier les rôles. Ce n'est pas le rôle des partis politiques. Pour une question sociale, ce n'est pas le rôle des partis politiques que je suis désolé, madame. Ce n'est pas le rôle des partis politiques. Les partis politiques peuvent à la limite, faire des suggestions au gouvernement. Parce que les partis politiques, à la limite, comme je l'ai dit, peuvent en parler, faire des suggestions. En fait, c'est justement de ces suggestions, de ces propositions au gouvernement et c'est pas les partis politiques qui vont trouver une solution, mais bon, au voilà. moins. Non, les partis politiques peuvent trouver des solutions. Mais ce n'est pas aux partis politiques de mettre en œuvre ces solutions. Y avez-vous réfléchi alors? Les partis politiques y réfléchissent. Ils réfléchissent et ils font des propositions. Moi, dans ma position de parti de la mouvance, mon parti y réfléchit. Il y a d'ailleurs, pour ces questions-là, dans mon parti, le BR, nous avons constitué des commissions techniques qui réfléchissent à des secteurs donnés, ainsi de suite. Vous avez une commission chargée des affaires sociales. Est-ce que ce n'est pas juste des commissions statutaires mises en place pour faire fonctionner sans impact réel? Ces commissions sont statutaires, comme vous le dites, parce que le parti a à cœur certains problèmes de la vie sociale. L'impact alors, l'impact du fonctionnement de Si vous permettez, c'est pourquoi mon parti, parce que sachant que dans ces secteurs sensibles, il y aura des problèmes sur lesquels on va l'inviter à se prononcer, eh bien, mon parti statutairement a déjà créé ces commissions qu'on appelle commissions techniques permanentes. Donc, ce que je vous dis, pour ce qui concerne les affaires sociales, puisque les questions d'inflation sont d'ordre économique, certes, mais touchent éminemment le social. À partir de cet instant, je dis que la commission technique permanente chargée des affaires sociales de mon parti y a réfléchi et a fait des propositions et des recommandations à mon parti, mais ce n'est pas à mon parti ni à d'autres partis, bien sûr, d'aller mettre ces propositions en œuvre. Il appartient au parti de faire des suggestions au gouvernement, quitte au gouvernement de faire la synthèse de toutes les propositions qui lui reviennent et de prendre des mesures qui s'imposent pour un peu amortir cette inflation et permettre aux populations de vivre 7 ans difficiles avec moins de peine. Vous avez dit ce n'est pas aux partis politiques de mettre en œuvre ces propositions, suggestions et autres, mais vous serez d'accord avec moi si je dis que c'est peut-être le rôle des formations politiques de rencontrer les électeurs ou les militants, en tout cas tous les noms que vous leur donnez, de rencontrer quand même les Béninois pour leur expliquer néanmoins les raisons de ce qui se passe, pour qu'ils maîtrisent mieux, pour qu'ils ne vous en veuillent pas, tout au moins, pour qu'ils
vous voient à leur côté et ne se disent pas, c'est uniquement quand vous avez besoin d'eux que vous vous orientez vers eux. Et puis on va s'orienter vers eux. Rencontrer les populations, les partis politiques le font tous les jours. Tous les jours, les partis politiques rencontrent les populations, échangent avec les populations sur divers problèmes, dont celui de l'inflation. Mais écoutez, est-ce que ça change quelque chose? Dites-moi, est-ce que les partis politiques aillent rencontrer les populations pour parler de l'inflation? Est-ce que c'est ça qui change? Mais au moins, ils vous auront vu à leur côté quand ils sont en difficulté. Là où nous sommes, là où nous en sommes, madame, si vous permettez, là où nous en sommes, il ne s'agit pas de discours. Il ne s'agit pas d'aller tenir des discours devant les populations. Il s'agit d'agir. Et qui doit agir? C'est le gouvernement qui agit. C'est par rapport à ça que je dis que les partis ont pour rôle de faire des propositions à l'institution, à même de prendre des mesures pour soulager les peines des populations. Ce n'est pas aller s'asseoir avec les populations pour leur dire oui, nous avons vu, vous souffrez, un peu se mettre à se plaindre. Ce n'est pas de ça que les populations ont besoin. Ce dont les populations ont besoin, ce n'est pas des complaintes, ce n'est pas des jérémiades, ce n'est pas toutes sortes de discours voulant leur prouver que vous compatissez avec elles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de prendre des mesures hardies, et seul le gouvernement peut prendre ces mesures-là et pensez-vous à partir du moment où les partis lui font des propositions, lui font des recommandations et dont il peut tenir compte pour mettre en place des mécanismes efficaces à même de permettre de soulager les populations de leurs difficultés quotidiennes d'aujourd'hui. Et vous pensez que le gouvernement s'en sort justement dans la gestion de cette crise pratiquement? Pour ce que je sais que le gouvernement travaille beaucoup. Vous savez, dans une mare de misère ambiante, les efforts que fait le gouvernement ne sont pas toujours perçus. Sinon, le gouvernement du président Talon fait quand même des efforts. Vous avez entendu dernièrement que les salaires vont être relevés. Les travailleurs sont toujours en attente. Oui, ils sont toujours en attente parce que... On ne l'a pas encore vu. À partir... au moins, il y a la volonté qui est exprimée. La volonté étant exprimée, il convient de prendre le gouvernement avec les partenaires sociaux, s'asseyent, discutent des modalités de mise en œuvre de cette décision que le gouvernement a prise. Et je constate que les partenaires sociaux, notamment les syndicats, sont dans un échange, dans un dialogue aujourd'hui avec le gouvernement. Ce qu'on peut souhaiter est que leurs pourparlers aboutissent à des choses concrètes, applicables, avec esprit de suite. Et pour le moment, ça n'aboutit à rien. La semaine dernière, les syndicalistes sont montés au créneau pour fustiger peut-être ce silence, puisqu'ils estiment que les travaux n'évoluent pas pour quelque chose annoncé depuis décembre dernier. Nous sommes jusqu'en mars. Et dans le même temps, il y a l'abattement sur salaire qui a été... qui a été suspendu et tout dans ce milieu. Mais là, vous n'avez pas comme l'impression que le gouvernement ne se retrouve pas vraiment face à cette crise-là? Moi, je ne dirais pas que les choses ne marchent pas. Les syndicats, ils sont dans leur rôle. Ils ont besoin un peu de titiller les sentiments de leurs militants, un peu pour se faire... Mais au moins, eux, ils sont Ce que moi, je voudrais dire, c'est que les travaux sont en train de se mener. Les travaux se mènent et le gouvernement n'a jamais interrompu le dialogue avec les syndicalistes. Ça peut mettre du temps parce que la misère frappe fort. De ce point de vue,
on peut comprendre les syndicalistes, mais on ne peut pas non plus dire que le gouvernement ne fait rien ou que les pourparlers sont interrompus. Je n'ai pas constaté ça, mais c'est que progressivement, et les syndicats et le gouvernement sont en train de tendre vers une solution qui sera applicable et une solution qui pourra, disons, agréer tout le monde, pourra convenir à tout le monde. Et pendant ce temps, Monsieur de Soumont, qu'est-ce qu'on fait? On attend, c'est cela? Oui, mais qu'il vous souvienne que sous d'autres cieux, l'augmentation du prix du pain a fait basculer d'autres. Ça, c'est juste un exemple, a fait basculer d'un régime. En fait, c'est peut-être la cime à ne pas atteindre et nous y sommes, Monsieur de Soumont. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites. Mais c'est des gouvernants qui, au lieu de trouver des solutions avec les partenaires sociaux, se mettent plutôt à frapper fort des populations déjà durement éprouvées. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement du président Talon. Au contraire, le gouvernement du président Talon cherche des solutions en faisant participer même les partenaires sociaux. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose entre les gouvernants qui veulent faire appliquer leurs mesures. Lorsque le gouvernement se lève pour dire le pain coûtera tant, l'essence coûtera tant, disons les denrées de consommation en général vont coûter tant, et qu'en face, il ne prend pas des mesures pour atténuer les effets de des décisions qu'il prend, c'est en ce moment-là que les populations, les peuples se révoltent et on assiste à ce à quoi vous faites allusion. Mais ce n'est pas le cas pour le Bénin. Le gouvernement et son chef en tête a compris qu'il y a des difficultés. Les populations vivent difficilement. Et c'est pourquoi il a initié un genre de dialogue avec les partenaires sociaux pour examiner avec eux les portes de sortie, les solutions idoines pour prendre en charge ces difficultés que connaissent les populations. Et parmi ces solutions, les citoyens aussi ne tarissent pas d'initiatives ou d'idées. Ils proposent par exemple que le gouvernement commence à proposer des prix en amont ou en aval, c'est qu'il y aura une subvention sur un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas une idée ou une piste à évaluer, à explorer? Il faut dire aujourd'hui que le gouvernement fait même déjà des subventions. Oui, le gouvernement subventionne déjà beaucoup. Cela n'empêche pas qu'on lui demande de faire davantage d'efforts. Là, je suis d'accord avec vous. Sinon, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en termes de subventions, en termes même de taxes et d'impôts que le gouvernement, disons, essaye comment dirais-je, je ne veux pas dire de diminuer, mais le gouvernement essaie de rendre supportable aussi bien les taxes que les impôts et autres. Figurez-vous, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les ressources se font rares. Chaque pays, chaque État doit d'abord compter sur ses propres forces pour reprendre certains termes d'il y a quelques années dans notre pays. Donc on doit s'appuyer sur soi-même d'abord avant de compter sur les apports extérieurs. De ce point de vue, on pouvait s'imaginer que tout ce que nous consommons devrait être consommé à son juste prix. Or, si l'État devrait laisser faire comme ça, on sentirait beaucoup plus
les difficultés? C'est parce que déjà en amont, l'État subventionne beaucoup que nous avons ce que nous avons et qui nous fait souffrir déjà. D'où, aujourd'hui, ce qu'il faut demander à l'État, ce n'est pas qu'il commence par subventionner. Il subventionne déjà. Ce qu'on peut lui demander, c'est de faire davantage. De faire davantage. Et je crois que c'est dans ce sens-là que s'orientent les pourparlers entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Bon, mais en attendant donc qu'on trouve une issue, on achète le pain à 150 francs ici à Cotonou, dans l'Atlantique et autres départements. Espérons que le gouvernement et les partenaires sociaux le gouvernement, par rapport à cette augmentation de prix, on n'entend rien. Qu'ils aillent plus vite, qu'ils accélèrent, disons, le mécanisme de prise de décision et que les décisions soient vite prises et s'appliquent rapidement pour un peu atténuer la pénibilité de la vie pour chacun de nous. Absolument. Alors, Monsieur Eugène de Soumont, voilà pour donc ce qui est de l'actualité, la cherté de la vie, la francophonie et autres. Nous allons aborder l'aspect politique de notre entretien de ce dimanche. Nous sommes, vous le savez, à 9 mois du scrutin législatif. Les Béninois iront donc aux urnes le 8 janvier 2023. Avec ce délai relativement court, on va dire, qu'est-ce qui se fait dans l'état-major du Bloc républicain pour prendre part à ce scrutin majeur? Je vais dire que le Bloc républicain se prépare comme tous les autres partis à affronter cette échéance. Le souhait du BR, son premier souhait, est que tout le processus électoral se déroule dans une ambiance festive, dans une ambiance de paix, dans une ambiance où les Béninois, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, puissent au lendemain du scrutin puissent se revoir, s'embrasser, parce que et continuer d'être des frères comme avant les élections. Vous savez, et j'en parle parce que moi je suis originaire d'une partie de ce pays qui a connu lors des élections des 3 dernières années, 2019, 2020 et même 2021, c'est des zones qui ont connu beaucoup de difficultés. Donc la priorité, c'est que avec la prochaine législative, qu'on puisse dire, eh bien, tout ce qui était violence et qui avait caractérisé un peu le déroulement des processus électoraux passés, qu'on puisse conjuguer tout ça au passé et que le Bénin, notre pays, retrouve l'ambiance festive dans laquelle il a toujours voté. Cela dit, pour revenir à ce que mon parti fait, mon parti se met en ordre de bataille pour pouvoir affronter cette échéance avec beaucoup de chances de réussir. Parce que nous, notre défi, c'est d'être le parti le plus représenté sur toute l'étendue du territoire national, mais également le parti le plus fort sur l'échiquier national. Oui, et nous préparons pour ça. Justement, on a vu que vous avez eu des adhésions un peu partout, surtout au nord, avec l'adhésion de certains militants du parti FCBE. Le parti FCBE qui vous accuse d'ailleurs d'avoir débauché ces militants sous fond de menaces pratiquement, puisqu'ils estiment que ce n'est pas de l'adhésion
opposition qui n'a jamais eu de motion de démission de leur côté. Donc, vous les avez débauchés. Qu'est-ce que vous en dites concrètement, monsieur de Soumé, puisque j'ai la chance de vous avoir ici, vous avez débauché leurs militants Écoutez, par rapport à un événement, vous faites vos jugements en fonction de votre position. Pour nous, ces adhésions sont de véritables adhésions. C'est que ces militants des partis, je ne veux pas faire de fixation sur les FCBE particulièrement, parce que c'est de tous les partis que nous recevons des adhésions, et même des partis qui se disent, bon, mais nous acceptons de renoncer à ce que nous étions pour venir au BR. Et ça, ce n'est pas qu'au nord, c'est sur toute l'étendue du territoire national que le BR, aujourd'hui, voit son caractère attractif se manifester. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Mais est-ce que cela ne vous gêne pas un peu? Parce que la politique doit être une question d'idéologie tout au moins. Oui. Mais que des militants quittent une formation politique qui a une autre idéologie et rejoignent une autre avec une autre idéologie, alors que la réforme du système partisan voudrait qu'on en finisse avec la transhumance. Avec ce lot, vous n'êtes pas vraiment gêné en réalité. Est-ce que vous ne donnez pas un peu raison à ceux-là qui estiment que ce sont les proches du chef de l'État qui violent ou méconnaissent, si vous préférez, les textes de la République en réalité? Vous savez, le phénomène qui consiste à quitter une formation politique pour une autre, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas non plus propre au Bénin, ce n'est pas l'apanage du Bénin. Partout, vous constatez que les partis politiques qui ne se sentent pas à mesure d'affronter certaines échéances, vous me suivez? Bien sûr. Prennent des mesures pour accompagner d'autres partis politiques ou bien pour aller fusionner dans d'autres partis politiques. Ça, ce n'est pas l'apanage du Bénin seulement, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que cela se passe. Mais le Bénin a Parlant d'idéologie, madame, permettez. Parlant d'idéologie, il faut relativiser la question d'idéologie et mettre aujourd'hui devant la question du développement du pays. Donc, on met de côté l'idéologie, on pense plus... Je n'ai pas dit de mettre de côté, j'ai dit de relativiser. Parce qu'aujourd'hui, là où je vous dis de relativiser, aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie qui développe en tant que telle. Ce n'est pas l'idéologie qui développe. Lorsque vous prenez les pays dans le monde entier, vous allez voir que ce n'est pas forcément l'idéologie qui développe. Vous pensez concrètement que c'est l'idéologie qui a développé la Chine? C'est l'idéologie qui a développé les Amériques? C'est l'idéologie qui a développé l'Inde aujourd'hui? Si on veut faire la politique autrement au Bénin, autant le dire clairement, plutôt que de parler d'idéologie. Il y a l'idéologie. Qu'on oublie pratiquement quand on veut quitter ou quand on veut faire de la transition. On ne peut pas vider la question d'idéologie, on ne peut pas balayer d'un revers de main la question d'idéologie. Mais ce n'est pas fondamentalement, le développement ne se fait plus fondamentalement au jour d'aujourd'hui par rapport à l'idéologie. Vous pouvez constater que des pays ont comme idéologie le communisme. Ils ne sont pas forcément moins développés que des pays qui ont adopté le libéralisme comme l'idéologie soutenant leur économie. N'est-ce pas? L'exemple des deux puissances mondiales aujourd'hui est l'illustration parfaite de ce que je dis. Lorsque vous prenez la Chine communiste, dirigée depuis plus d'un siècle par le Parti communiste, le monde entier reconnaît aujourd'hui que la Chine est une puissance. Les États-Unis ont adopté le capitalisme
comme, disons, système de valeurs sur la base duquel ils développent leur économie. Aujourd'hui, dire que les États-Unis, je ne veux pas dire de n'importe quoi, les États-Unis, en tant que puissance, leur puissance rivalise aujourd'hui avec la puissance chinoise. Vous l'admettez au moins, madame? Je vous suis, monsieur Dessous. Donc, je suis votre logique. C'est pour vous dire qu'il faut relativiser, je ne dis pas de balayer ça d'un revers de main, mais il faut relativiser les questions d'idéologie et voir plutôt par quels moyens on peut développer le pays et par quels moyens on peut travailler à faire en sorte que notre pays apporte sa contribution dans ce système de globalisation et de mondialisation. Donc, je retiens qu'on ne devrait pas être trop critique envers vous sur la question de la transhumance. Regardons plutôt vers le développement plutôt que de s'attarder sur des détails. D'accord. J'ai noté, M. Dessoumo, on va... Permettez, transhumance, c'est peut-être péjoratif, mais je voudrais dire qu'on dit aussi vulgairement, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Lorsque vous faites quelque chose et en regardant, vous vous rendez compte qu'à terme, ça ne vous conduit à rien. Non seulement ça ne vous conduit à rien, mais le pays, même que vous pensez défendre, à terme, la voie que vous avez empruntée n'est pas la voie idéale pour amener le pays vers les idéaux que vous prônez. À mi-chemin, vous faites votre évaluation et vous pouvez changer de fusil d'épaule et dire, ah, par là-bas, j'ai des voisins qui font mieux et ce qu'ils font rencontre ce que je veux faire. Si c'est le cas, pourquoi ne pas aller les rejoindre pour faire ensemble? Je crois que beaucoup de militants réfléchissent plutôt comme ça que de dire que c'est parce qu'ils sont des transhumants. D'accord. Et avec ce chiffre, c'est-à-dire ce nombre que vous faites actuellement au BR, au Bloc républicain, c'est-à-dire avec les adhésions, vous pensez que vous pouvez réellement atteindre cet objectif que vous avez? Parce qu'en 2019, l'Union progressiste vous a dévancé. Pareil en 2020. Ce chiffre que vous faites, ou ce nombre que vous faites aujourd'hui, vous garantit-il d'être premier peut-être à l'issue du scrutin de 2023, du 8 janvier de 2023? C'est ce que nous pensons très franchement. On ne peut pas faire ce nombre-là sans être le premier parti sur l'échiquier national. Vous savez que beaucoup de partis nous ont rejoints, pour ne citer que les deux derniers qui nous ont rejoints, le PSD du président Emmanuel Golou, tout comme l'UDBN de la présidente de la présidente Claudine Prudencio. Vous savez que ce sont des forces qui ont des parties importantes de ce pays où ces partis-là se sont pendant longtemps affirmés. Alors, ajouter au BR initial, vous comprenez que avec toutes ces forces-là, toutes ces forces conjuguées vont certainement donner au BR le résultat escompté, à savoir être le premier parti de ce pays. On fera le point le 8 janvier 2023. Rassurez-vous, je vais même vous appeler personnellement pour faire ce point-là avec vous. Je vais répondre présent, mais je suis sûr et certain qu'avec le BR, l'avenir sera radieux. Et puisque vous avez parlé justement de l'UDBN, vous avez certainement entendu
je vais dire, l'ex-présidente d'honneur de cette formation politique, dire que vous êtes mis ensemble, mais le courant UDBN existe toujours, ce qui prête à confusion, puisque selon la charte des partis politiques, normalement, eh bien, quand deux partis se mettent ensemble, si je me trompe, vous me corrigerez, l'un ne doit normalement plus exister. En tout cas, quelle forme donnez-vous, quelle nature donnez-vous à ce mariage avec l'UDBN? Il ne faut pas mal comprendre ce que je crois, c'est Madame Prudencio que vous citez. Je crois qu'il ne faut pas mal la comprendre. Vous savez, le parti BR, à l'origine, était constitué de 70 partis politiques différents de l'ancien système. Et ça, c'est les partis politiques régulièrement constitués. C'est sans compter près de 200 mouvements et associations, comme vous savez que comme cela pilulait dans l'ancien système. Alors, ce sont tous ceux-là qui se sont mis ensemble pour créer le parti BR. Vous pensez, madame, même s'ils ne le disent pas, comme madame Prudencio l'a dit, vous pensez que ces différents partis-là ne constituent déjà pas des courants au sein d'un parti? Qu'il y ait des courants dans un autre parti, dans un parti, pardon, cela va de soi. C'est normal. On n'est pas dans un système où c'est l'unicité de pensée. Mais dès lors que les débats se mènent au sein du parti, les différents courants s'expriment. Mais à partir du moment où les débats se font donc au sein du parti, ce qui est dégagé, la décision consensuelle obtenue du parti, c'est cette décision-là qui est celle du parti politique. Quel que soit par ailleurs le courant, c'est cette décision consensuelle-là qui est défendue par tous les courants. À partir de cet instant-là, ce n'est plus le courant qui s'exprime, mais bien sûr le parti qui s'exprime. Mais cette affaire de courant n'embrouille pas un peu le... Cette affaire de courant, c'est dans l'ordre normal des choses. Ça ne gêne en rien. Moi aussi, je peux vous dire que je suis du courant Faralafia. Puisque mon parti à l'origine, c'est le Faralafia. Mais lorsque les débats se mènent, ce n'est pas parce que j'ai exprimé l'opinion du courant Faralafia que déjà j'ai créé un problème au sein du parti. Les débats se mènent au sein du parti, mais lorsque les décisions sont prises, ce n'est plus ce que moi, en tant que courant, j'ai exprimé pendant les débats. Ce n'est pas ça qu'on rend public. C'est le consensus, ce qui est sorti du consensus, qui est finalement la position du parti. C'est cela finalement qu'on exprime en public. Et ce qui laisse peut-être cours à toutes ces interprétations, M. Dossoumo, c'est peut-être cette position de l'UDBN, puisque normalement, selon les textes, pour que deux formations politiques décident de se mettre ensemble, il doit pouvoir avoir un congrès de dissolution bon, je caricature, du petit parti qui intègre dans un grand parti. Bon, je ne veux pas écorcher une formation politique, mais on n'a pas vu un congrès de dissolution de l'UDBN. Il n'y a pas eu de congrès de dissolution de l'UDBN. Si, vous n'avez pas suivi. Il n'y en a pas eu. Ils ont effectué un congrès. Ils ont fait un congrès pour informer les militants que désormais, le parti politique rejoignait le bloc républicain, mais de dissolution de l'UDBN. Ils ont fait un congrès, bien sûr, de dissolution, où ils ont renoncé publiquement à l'UDBN pour dire désormais, nous allons vers le BR. Ils ont fait ce congrès, puis c'est à l'issue de ce congrès que nous avons signé
l'accord de mise ensemble de l'ex-UDBN. Désormais, lorsque vous les entendez parler, faites attention à ce qu'ils disent. Je veux dire les membres de l'ancien UDBN. Faites attention. Ils ne vous diront plus qu'ils sont membres ou militants de l'UDBN, mais ils peuvent vous dire, nous avons été militants de l'ex-UDBN, mais désormais, nous sommes BR. Cela ne nous empêche pas, en tant que provenant de l'ex-UDBN, que nous nous retrouvions, que nous échangions pour voir dans notre nouvelle famille quelle place nous aurons. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, si vous avez bien suivi l'actualité, courant novembre-décembre. Non, ce congrès 2021, était médiatisé, on y a fait attention. Il y a eu un congrès, ça je suis d'accord avec vous. Et ce qu'ils ont dit, c'est effectivement que la UDBN disparaît pour fusionner avec le BN. Ils ne l'ont pas dit dans cette forme, certainement. Peut-être qu'il a été fait, mais pas dans cette forme, monsieur Dessoumou. Mais on n'a pas... si tant est que tout va bien et que ce n'est pas une histoire de... UDBN existe toujours dans le bloc républicain, pourquoi on ne les voit pas à vos côtés sur les fronts quand il s'agit de peut-être faire une activité politique? Depuis ce mariage-là, on n'a pas encore vu de figure connue du parti ou de l'ex-parti UDBN à vos côtés. Vous savez, madame, ce que je vous dis, je ne peux pas vous tromper. Je ne peux pas vous tromper. Je ne doute pas. Je ne doute pas de votre parole, monsieur Dessoumou. D'autant plus que j'ai suivi ce congrès, je sais ce qu'ils ont dit, et ce que je vous dis, c'est ce qui a été dit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je suis membre du comité de négociation qui a travaillé pour que l'UDBN soit mis ensemble avec le BR. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, et peut-être c'est ça qui ne vous permet pas encore de les voir comme vous auriez aimé les voir avec nous. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de travailler à prendre en compte tous les membres de l'ancien UDBN au sein des structures et des instances du BR. Le travail est en cours en ce moment. Les travaux sont en cours, que ce soit à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou et partout dans toutes les communes du Bénin. Les membres de l'ancien UDBN sont en train de rentrer dans les structures et les instances du BR. Du coup, vous allez constater que le BR a suspendu pratiquement toutes ses activités en dehors des initiatives des militants connus. Le BR, même en tant que parti, a suspendu toutes ses activités pour prendre en compte toutes ces personnes, tous les militants des anciens partis qui nous ont rejoints, que ce soit UDBN, PSD, FCBE, même d'autres partis que je ne vais pas nommer ici, qui rejoignent le BR. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire en silence, dans la discrétion, et vous verrez bientôt, lorsque nous allons commencer par préparer les travaux des élections, vous nous verrez. Vous nous verrez ensemble. Soyez patients, vous nous verrez. Lorsque tous ces travaux d'insertion des nouveaux membres vont être terminés, vous verrez, on ne travaillera pas en laissant de côté tous ceux qui nous ont rejoints. Ils ont leur place. On les considère comme des militants étant là depuis longtemps. C'est comme si ils sont entrés dans le parti le même jour que nous, que les autres. Donc, il n'y aura aucun problème. C'est une question de temps qui ne va pas durer puisque il nous a fallu
nous entendre et prendre les mesures, les directives qui s'imposent, voir dans quelle mesure on va pouvoir convaincre tous les militants qui étaient déjà là à accepter les nouveaux qui viennent. Sachez que c'est une question des hommes. Ce n'est pas toujours facile à régler. Mais maintenant que nous avons fini cette étape et que tout le monde a pris conscience que l'UDBN est avec le BR, à partir de cet instant-là, le travail peut se faire harmonieusement. Et c'est à partir de cet instant que vous allez constater que nous faisons ensemble. D'accord. Et qui sont ces profils-là de candidats qui iront aux élections? Je m'explique. Est-ce que ce sera toujours les maires que vous allez positionner, les directeurs du cabinet que vous allez positionner, ou même des ministres que vous allez positionner? Quels sont ces profils que le BR veut proposer au peuple béninois? D'abord, tous les militants ont les mêmes droits au sein du parti BR. Pourvu que le BR sente que vous constituez dans votre milieu, dans votre circonscription, une force capable de le faire gagner, il n'y a pas de discrimination de ministres, de députés ou ceci ou cela. Parce que avant que quelqu'un ne devienne député, il a dû être un militant ordinaire, un militant sans titre. C'est parce qu'on a constaté que sa venue, son positionnement peut apporter un plus au parti qu'on l'a positionné. Donc, il n'est pas question de dire ce sont les ministres, ce sont les anciens députés qui vont être alignés au détriment. C'est souvent ce qu'on voit dans un contexte donné. Politiques. Dans certains partis politiques. Pas dans certains. Monsieur Dossoumo, puisque vous voulez qu'on fasse cet exercice, je vais vous faire un devoir de mémoire. La liste dernière pour les législatives de 2019. Oui. Le Bloc républicain. Oui. Combien de ministres n'a-t-il pas proposé? De maires n'a-t-il pas proposé? Pour ce que je sache, le BR n'avait pas proposé, il n'avait pas positionné beaucoup de ministres. Je peux vous citer les deux ministres qui avaient été aux législatives. Ce qui est certain, il y a eu des ministres. Il y en a deux. Et c'est une pratique. Rapport à combien de ministres? C'est une pratique. Est-ce que c'est encore cela que nous allons faire? Le nombre de ministres. Le quota importe peu, ce qui est sûr. L'habitude, elle est là, monsieur Dossoumo. Écoutez ce que je vous dis, madame. Le nombre de ministres, n'est-ce pas, ayant été positionnés sur les listes du BR par rapport au nombre total qui a été positionné, le nombre de ministres n'est qu'une infime partie. D'accord, vous insistez là-dessus, d'accord. Ce n'est qu'une infime partie. Ce qui est certain, il y en a eu. Là, au moins, vous ne démontrez pas. Je voudrais que vous en soyez convaincus. Je ne voudrais pas que vous l'acceptiez parce que, et j'insiste, mais il faut que vous en soyez convaincus. Ce que je voudrais plutôt dire, et qui me paraît extrêmement important, c'est la place que fait le BR aux jeunes et aux femmes. Statutairement, nous avons dit, dans toutes les instances du parti Bloc républicain, il y a 30% qui sont réservés exclusivement aux femmes, 30% aux jeunes. N'est-ce pas? Donc, c'est l'effort que nous faisons. Aujourd'hui, lorsque vous prenez nos conseillers communaux qui ont été élus, la moyenne, c'est entre 30, 40, rarement 45. Vous pouvez vérifier sur toute l'étendue du territoire national. Pour nos députés, il y a une décision générale qui avait été prise en ce temps-là. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, notre parti est né le 8 décembre 2018. Le 8 décembre 2018.
Et nous devions déjà aller aux législatives de 2019. En avril 2019. On ne se connaissait pas encore tout à fait bien. C'est consensuellement que nous avons retenu que au moins les députés qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont connus, qu'on puisse capitaliser leur expérience. C'est pourquoi nous avions décidé de façon consensuelle de reconduire la plupart de nos députés. Mais il ne faisait pas 83. D'accord. Le paysage, il est il clair. Ne faisait pas 83. Il est clair maintenant. Puisque nous n'avons pris pas le temps, nous allons vous êtes convaincus maintenant. D'accord. Vous avez apporté les éclairages qu'il faut. Mais fondamentalement, et plus encore pour la législative qui vient, vous savez que la loi votée fait une discrimination positive. Justement, c'était la prochaine question. Pendant que les jeunes revendiquent leur place, les femmes ont d'office 40 places. Dans quoi va puiser le BA pour combler ce gap-là? Est-ce que vous allez voir du côté de ces députés de votre parti qui ont déjà fait 3 mandats pour pouvoir combler ce besoin ou cette imposition? Non, nous avons suffisamment de femmes. Et des femmes de qualité, des femmes aguerries, des femmes qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Nous n'avons pas de gap à combler. Donc les hommes sont prêts à laisser leur place aux femmes. Mais ça s'impose même. La loi l'impose et nos statuts même nous l'imposent. Nos statuts nous l'imposent. Donc, trouver des femmes, nous avons formé nos femmes pour ça. Elles sont aguerries au sein de l'organisation des femmes républicaines, dont les femmes de notre parti. Nous avons des milliers qui, disons, sont capables de prendre la parole, de convaincre l'électorat et de se faire élire. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de problème. Nos jeunes, comme vous les connaissez, la caractéristique... Généralement, c'est les postes de suppléants que vous leur proposez. Hein. C'est à ces postes que vous les mettez, généralement. Et madame, aujourd'hui, la loi dit que 24 sièges sont dévolus aux femmes. Vous pensez que le BR voudra rester en marge de cette décision et ne va pas positionner ces femmes? Non, quand je parle de poste de suppléant, ce n'est pas pour les femmes. Quand je dis jeunes, c'est les jeunes hommes. Bon, en tout, pour les femmes, c'est clair, c'est garanti. Vous n'avez même d'autres choix. De toutes les façons, nous mettrons nos femmes en position de nous donner des résultats. Pour nos jeunes, c'est pareil, même si la loi n'a pas fait une discrimination particulière pour les jeunes, nous comptons beaucoup sur les jeunes. Si vous regardez même le bras qui anime beaucoup plus la vie politique au sein du BR, c'est l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, OJBR. OJBR. Ce sont eux que nous voyons pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Il ne se passe pas de semaine sans que vous entendiez OJBR en train d'animer la vie politique quelque part sur l'étendue du territoire national. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de s'apprêter pour aller sur le terrain et animer la vie politique et parler du BR comme cela se doit. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas non plus de problème. Nous avons une jeunesse bien aguerrie, une jeunesse capable de représenter valablement le parti et partout sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est pour vous dire que par rapport à l'échéance qui vient le 8 janvier, pour positionner les jeunes et les femmes, le BR n'a pas particulièrement de problème. D'accord. Vous avez du monde, vous n'avez pas donc de problème pour les positionnements, mais pour atteindre votre objectif d'être premier parti
être représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que l'opposition qui annonce prendre part, on ne sait pas si elle va réellement prendre part à cette élection, mais je vous le confirme à ce niveau-là, je peux vous le dire. Est-ce que vous pensez avoir une chance face à cette opposition qui, pour beaucoup d'observateurs, a assez d'arguments pour avoir assez de voix, puisque face à ce triste bilan des réformes que l'opposition fait, la cherté de la vie avec les peuples béninois qui demandent peut-être un changement, pensez-vous que vous avez des chances face à cette opposition qui a assez d'arguments devant vous? Pourquoi vous pensez que c'est l'opposition qui aura plus d'arguments que nous? Bon, de toutes les façons, chaque camp va développer ses argumentaires sur le terrain, oui. Sur le terrain et avec les éléments de langage qui conviennent. Ce que je puis vous dire, c'est que conquérir le pouvoir est une chose et certainement plus facile que exercer le pouvoir et avoir à défendre son bilan. Donc nous, étant partis de la mouvance, donc responsable de tout ce qui est tout ce qui se passe dans le parti, nous, honnêtement, nous allons certainement éprouver des difficultés en termes d'efforts pour convaincre la population. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Mais c'est dû plutôt au fait que c'est nous qui sommes au pouvoir. Sinon, nous avons beaucoup d'arguments également pour convaincre l'opinion de la nécessité de ce que c'est nous qu'il faut encore suivre. C'est à nous qu'il faut continuer de donner le pouvoir. La date du 8 janvier pose un problème au parti Les Démocrates. Vous avez entendu le responsable dire que c'est une période de fête, c'est pas vraiment l'idéal. Bon, peut-être à tort ou à raison, sait-on jamais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, Monsieur Dossoumo, un risque d'achat de conscience, puisque c'est dans une période de fête, la fièvre de la fête étant là, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on achète peut-être les voix et autres passant par cette ambiance festive? Les actes portant sur l'achat des consciences, il faut bannir ces actes de nos pratiques. Ça, c'est une première chose. Que l'opposition pense que c'est parce que c'est fixé pendant la fête qu'il y aura peut-être des libéralités, des dons et autres. Et dans ce cas-là, c'est tout le monde qui est concerné. Ça ne va pas être quelque chose propre au parti de la mouvance présidentielle seulement. Mais vous partez avec un avantage. Nous-mêmes, nous pouvons dire que parce que c'est le temps de fête, l'opposition va profiter pour faire des libéralités en se cachant. Donc, ce que vous dites, ce n'est pas forcément propre au parti de la mouvance. Ça concerne tout le monde. Donc, que ce soit l'opposition qui en parle, ce n'est pas à elle seule de le dire. Nous-mêmes, nous avons les mêmes soupçons vis-à-vis de l'opposition. Oui. D'accord. Alors, l'arbitre du jeu, on va terminer certainement sur cela, Monsieur Dossoumo. L'arbitre du jeu de ces élections-là, c'est la LEI. Pour sa confession, le RAVIP a démarré, bon, pas le RAVIP a démarré, mais une opération pour compléter donc les informations données, puisque le RAVIP n'était pas fait au départ pour faire la confession de la liste. Est-ce que le BR est rassuré que tous ces militants ont fait le RAVIP pour pouvoir aller aux urnes le 8 janvier prochain? Je ne peux pas dire que le BR peut affirmer que tous les militants sont en règle. Et c'est justement parce que l'ANIP même est convaincue que tout le monde ne peut pas être en règle
qu'elle a pris sur elle d'afficher toutes les listes et de donner une période d'1 mois pour permettre à tous les citoyens, non pas seulement ceux du BR comme ceux de tous les partis politiques et même d'autres personnes qui ne sont peut-être pas concernées par les questions politiques. Donc, tout le monde ira vérifier, ira s'assurer que son nom est bel et bien écrit. D'abord, qu'il est sur la liste. Oui. Il ira vérifier qu'il est sur la liste. Et s'il est sur la liste, est-ce que son nom est bien écrit? Est-ce que les noms qui ont été écrits correspondent au nom qu'il a donné le jour où il se faisait recenser? Donc, de ce côté-là, nous allons y veiller avec nos militants, ça c'est clair. Nous avons pris des dispositions pour cela et c'est ce qui se fera. Nous allons pouvoir appuyer, accompagner nos militants durant cette période-là d'1 mois pour s'assurer qu'il n'y aura pas de déperdition. Nous espérons que vous allez faire ces sensibilisations-là pour qu'on n'en arrive pas à cette situation où l'opposition avait appelé au boycott de l'opération de recensement des... C'est vrai, vous êtes de la mouvance, hein, on va pas... En tout cas, s'il doit y avoir d'appel au boycott, ça ne va pas être de la part du BR. C'est pour ça que, je le redis, nous allons travailler à ce que nos militants, que ce soit par sensibilisation ou même par des accompagnements de proximité, pour faire en sorte que nos militants s'inscrivent comme cela se doit et qu'ils s'inscrivent bien. Merci à vous, Monsieur Eugène de Soumo. Vous l'avez compris, nous égrenons pratiquement les toutes dernières minutes de cet entretien. Mais je m'en voudrais de ne pas vous demander, hein, c'est peut-être une petite question, ce que vous faites peut-être pour que tous les courants politiques prennent part à cette élection, parce que je pense que le peuple béninois est fatigué d'entendre Parlement monocolore, Parlement de la même obédience politique. C'est vrai, le moment il est propice pour que chacun prêche pour sa paroisse, mais au nom de l'unité nationale, je pense que c'est le moment pour que tous les courants politiques prennent part à cette élection législative. Ce qui est sûr, que l'Assemblée soit monocolore n'est pas du fait du BR. Le BR, en 2019, est allé aux élections comme tous les autres partis remplissant les conditions de constitution en tant que parti. Alors, que ceux qui n'ont pas pu remplir ces conditions se mettent d'un côté pour parler de parlement monocolore, ça, c'est leur opinion. On respecte cette opinion parce qu'il faut respecter toutes les opinions, étant entendu que nous sommes dans un contexte de libre expression. Voilà. Cela dit, oui, très rapidement. Cela dit, le BR appelle de tous ses voeux la participation de tous les partis politiques. Le BR appelle de tous ses voeux la participation de tous les partis politiques. C'est d'ailleurs en cela que la partie sera exaltante. Ça va être une fête, ça va motiver, ça va créer une émulation pour que chacun se batte. Et lorsqu'il aura gagné, il saura que il s'est véritablement battu et les résultats qu'il a obtenus sont véritablement le fruit de ses efforts. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eugène de Soumo. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain, donc membre fondateur de ce parti politique, également secrétaire administratif permanent du Bloc républicain. Merci de vous être rendu disponible pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.